Bonjour à tous, donc on va voir le paragraphe grand 3, somme de Riemann de ce chapitre. On va commencer par un exemple. En fait, donc ici dans ce paragraphe, les sommes de Riemann, ça va nous permettre de calculer des limites de suite, un petit peu comme si vous voyez l'énoncé du coup du TD, ça va nous permettre de calculer la limite d'une suite UN d'expressions, donc UN égale par exemple 1 sur n, somme pour k allant de 0 à n-1 des 1 sur 1 plus 3, parenthèse, k sur n. Donc la limite de ça, quand n tend vers plus l'infini, vous voyez que le 1 sur n, bien évidemment, lui, il tend vers 0, mais ici, on a une somme, et la somme qui est là, quand n tend vers plus l'infini, bah, la somme, elle a de plus en plus de termes. Donc, a priori, on ne connaît pas encore, avant cette vidéo, la limite de UN, comme ça. On a des variantes, du coup, UN, la même chose, mais la somme ici, k va de 1 jusqu'à n. On va voir aussi comment calculer ça. Ou aussi un autre exemple ici de somme, enfin de suite UN qui est égale à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur n plus k, etc. Et donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment calculer la limite de ce genre de suite. Donc on va commencer tout de suite avec le premier exemple, la première valeur de UN. Donc on pose pour n antinaturel supérieur ou égal à 1, je vais poser du coup UN égale 1 sur n, somme pour k allant de 0 à n moins 1 des 1 sur 1 plus 3 fois k sur n. Donc le but ici est de calculer la limite quand n tend vers l'infini de UN. Alors, ce qu'on va faire, c'est introduction, ça c'est un petit exemple d'introduction en fait à ce paragraphe. Ici, là vous voyez que c'est 1 sur 1 plus 3 k sur n et le k varie ici. Ça, je vais le remplacer entre guillemets par un petit x et je vais considérer la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus 3x et on va représenter la valeur de UN sur le graphe de cette fonction. Donc on pose ici qu'il y a x associe 1 sur 1 plus 3x. Alors, UN est égal à, en fonction de f, ce sera 1 sur n, somme pour k allant de 0 à n-1 des, et tout ça en fait c'est f de k sur n. Et je vais représenter la valeur de ce UN là sur le graphe de f. Alors ici, vous remarquez que les valeurs que prend f, c'est pour les abscisses ici. K sur n, ça correspond à ce que je vais placer en abscisse. Et les abscisses ici varient entre k égale à 0, donc f de 0, et k égale à n-1 sur n, qui est plus petit que 1. Donc je vais tracer le graphe de la fonction f entre les points 0 et 1. Alors, en 0, donc il faut faire une étude de fonction. Là, c'est pas le but, donc je vais tracer directement le graphe approximativement, parce que c'est pas non plus l'intérêt. On va dire 1, je vais placer 1 ici, je vais placer 1 ici, et
f de 1, ça fait 1/4, ça se trouve à peu près là. Et on a une courbe qui est, voilà, qui ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de représenter UN par rapport à la courbe que je viens de tracer. Alors ici, on prend les valeurs f de 0, donc f, donc en 0, on est là, f de 0, c'est là. On voit apparaître f de 1 sur n, f de 2 sur n, etc. jusqu'à f de n-1 sur n. Donc, ce qui se passe ici, en fait, l'intervalle 0, 1, on voit apparaître f de 1 sur n, f de 2 sur n, f de 3 sur n, etc. jusqu'à f de n-1 sur n. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, l'intervalle 0, 1, on le découpe en n points, ici 0, 1 sur n, 2 sur n, 3 sur n, etc. jusqu'à n-1 sur n, qui sont tous à égale distance. La distance entre ces deux points-là, c'est 1 sur n. La distance entre ces deux-là, c'est 1 sur n. La distance ici, c'est 1 sur n, etc. Alors, ça, on a dit f de 0, f de 1 sur n qui se trouve là, f de 2 sur n qui se trouve là, f de 3 sur n, etc. Et cette somme-là, si je la réécris, c'est une somme pour k allant de 0 à n-1 de 1 sur n fois f de k sur n. Comment est-ce que je pourrais représenter justement géométriquement le 1 sur n fois f de 0? 1 sur n, c'est la largeur qui est là. F de 0, c'est la hauteur qui se trouve là. Donc en fait, ça, c'est l'aire du rectangle 1 sur n et de hauteur f de 0. Voilà. Plus, donc, je prends UN, ça représente cette aire-là, plus j'additionne pour la valeur pour k égale à 1, c'est 1 sur n, fois f de 1 sur n, donc fois cette hauteur-là. Donc j'additionne avec ce rectangle-là, plus j'additionne ensuite ce rectangle-là, etc. Donc en fait, UN, ça va représenter l'aire qui se trouve ici, l'aire que j'ai écrite en rouge. Et ce qui nous intéresse, c'est la limite de UN quand n tend vers l'infini. Donc qu'est-ce qui se passe quand n tend vers l'infini? Le 1 sur n, il tend vers 0. Autrement dit, en fait, là, l'intervalle 0, 1, je le divise en encore plus. Ça, en fait, on va dire que, je pense que vous voyez venir un petit peu le paragraphe, les fonctions en escalier, etc. Tout ça, en fait, là, finalement, ici, on a ici une fonction en escalier, et puis l'aire qui se trouve là, ça va être la 0, 1, on fait une subdivision de l'intervalle 0, 1 en n sous-intervalles de taille égale, et le 1 sur n, c'est ce qu'on va appeler le pas de la subdivision. Et donc quand n tend vers l'infini, 1 sur n il tend vers 0, le pas tend vers 0, et on a de plus en le 0, 0, 1, il est divisé en plus d'intervalles, et donc qu'est-ce qui va se passer? L'aire qui est là, elle va se rapprocher de l'intégrale de f entre 0 et 1. Et c'est ce qu'on va prouver en fait dans ce paragraphe sur les sommes de Riemann. On va définir ce qu'est une somme de Riemann. En fait, ça, c'est un exemple de somme de Riemann. On va le définir dans un cadre un petit peu plus général, parce que là, c'est entre 0 et 1. On va définir plus généralement entre A et B pour une fonction f continue sur un segment AB. À ce moment-là, AB, on le divise en n sous-intervalles avec une subdivision, un pas de la subdivision non pas égal à 1 sur n, mais égal à la taille de l'intervalle b moins a.
divisé par petit n. Donc à la place du 1 sur n, dans le cas général, on aura du b moins a sur n. On aura pareil la somme de f de... Alors là, ce ne sera pas tout à fait k sur n. On va écrire la formule dans le cas général. Et donc, ce sera une somme de Riemann. Et on verra que lorsque notre fonction f elle est continue sur le segment AB, c'est un résultat qu'on va prouver. Cette somme de Riemann tend vers l'intégrale de f entre les points A et B. Donc ici, on va terminer le calcul. Pour l'instant, j'admets ce que je vais prouver dans la suite. On va montrer que... dans la suite que UN tend, quand n tend vers l'infini, vers l'intégrale ici entre 0 et 1 de petit f. Alors du coup, dans ce cas particulier là, c'était l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus 3x dx. Alors, pour calculer ça, on peut faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur. Vous pouvez mettre le résultat indirectement sinon. Et du coup, si je multiplie par 3 ici, je vais multiplier par 3 au dénominateur aussi. Voilà. Et là, on reconnaît quelque chose de la forme U' sur U, que je primitive en ln de valeur absolue de U, sauf que ici, ça c'est positif, donc je peux ôter les valeurs absolues. Ln de 1 plus 3x, compris entre 0 et 1. Donc ça nous fait 1 tiers de ln de 4 moins ln de 1 qui vaut 0. Donc au final, UN tend vers 1 tiers de ln de 4. Voilà pour cet exemple. Et maintenant, donc petit 2, définition de ce qu'est une somme de Riemann. Et petit 3, ce sera convergence avec la preuve du fait que la somme de Riemann tend vers l'intégrale de f. Donc petit 2, déjà, définition. Alors, on va prendre soit f, une fonction continue de AB dans R, et petit n, un antinaturel. Je vais dessiner ce qui se passe dans le cas général, et puis justement on va essayer de retrouver en fait la formule de la somme de Riemann de f. Donc on a dit, on a une fonction f continue entre deux points A et B. Voilà. Et la somme de Riemann de f, ça va correspondre au fait l'intervalle AB, je le divise en n sous-intervalles de taille égale. Du coup, la longueur de ce qui est là, on a dit, là la distance c'est b moins a. Du coup, la longueur de ce qui est ici, c'est b moins a sur n. Chaque sous-intervalle ici a pour taille b moins a sur n. Voilà, etc. Et donc, on va définir la somme de Riemann de f d'ordre n comme étant l'aire que je vais dessiner ici. Donc ça va être ce rectangle-là. Donc ici, j'ai non plus, comme tout à l'heure, f de 0. Maintenant, là, je me place en A. Donc ici, j'ai la valeur f de A. Ici, alors, justement, il va falloir bien voir à quoi correspondent les points qui sont là. Je vais les appeler. Donc, lui, je vais l'appeler x0. Le point qui est là, je vais l'appeler x1. Celui-là, x2, x3, etc.
jusqu'à du coup b égale xn. Alors, quelle va être l'expression de x1, x2, etc. x1, c'est a auquel j'ai ajouté la distance b-a sur n. Donc, x1, je vais l'écrire au-dessus, on pose. Donc, x1 égale a plus b-a sur n. x2, c'est x1 plus b-a sur n. x2, c'est x1 plus b-a sur n. Donc, comment est-ce que je peux réexprimer x2 en fonction de a? C'est a plus 2 fois b-a sur n. x3, ça va être a, ce sera x2 plus b-a sur n, donc ce sera a plus 3 fois b-a sur n, etc. Et donc, si j'écris la formule générale, donc on pose, et en fait, et plus généralement, pour tout k compris entre 0 et n, en fait ça j'étais pas obligée de l'écrire, c'était vous pour que vous... pardon, voilà. C'était vous pour que vous puissiez retrouver la formule par vous-même. En fait, on va poser xk égale a plus k fois b-a sur n. Et tout à l'heure, enfin, à l'instant, quand a valait 0 et que b valait 1, on avait xk égale à k sur n. Ce sera souvent le cas, xk égale k sur n, mais pas forcément. Dans le cas général, et la formule est à connaître, enfin en tout cas à savoir retrouver, dans le cas général, l'expression ici des points qui sont là, donc ici si j'ai xk, c'est a plus k fois b-a sur n. Et maintenant, comment est-ce que je vais exprimer, maintenant que j'ai la formule pour les xk, comment est-ce que je vais exprimer la somme des aires des rectangles que je suis en train de tracer? Voilà. Donc, définition, on appelle somme de Riemann de f de rang petit n de rang ou d'ordre petit n, somme de Riemann de f de rang petit n, et on note Sn de f, le réel suivant, du coup Sn de f égale, alors c'est la somme des aires des rectangles qui sont là. Donc, je vais l'écrire au brouillon ici. Ce sera b-a sur n fois f de a plus b-a sur n fois f de x1, et f de a c'était x0, plus b-a sur n fois f de x2, plus point, point, point. Et attention, le dernier rectangle, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est de, pour chaque rectangle,
je regarde, c'est la partie gauche ici qui est sur la courbe. Donc le dernier rectangle, c'est celui pour lequel la partie gauche ici du rectangle est sur la courbe. Et là, on est non pas en xn, mais en x indice n-1. Donc plus le dernier terme, c'est b-a sur n fois f de, non pas f de b, mais f indice x n-1. Comme je commence à x0, de 0 jusqu'à n-1, j'ai n termes dans ma somme. On pourrait aussi considérer la somme avec, je vais l'écrire tout à l'heure, avec en fait quand on regarde la partie droite, et à ce moment-là, la somme irait de 1 jusqu'à petit n, et non pas de 0 jusqu'à n-1. Et les deux, on va voir que les deux convergent vers l'intégrale de f, entre a et b. Donc Sn de f égale, je vais mettre le b-a sur n en facteur devant, fois la somme pour k égale 0 à n-1 des f de x indice k. Et x indice k, je vais le remplacer par sa valeur. C'était a plus k fois b-a sur n. Voilà. Et ça, on peut écrire. Ça correspondait à ce que j'ai dessiné sur le dessin comme étant xk. Donc on va voir que ça tend vers l'intégrale entre a et b de f. Et puis on peut mettre en remarque, on le mettra... non, on le mettra tout à la fin. La remarque pour le fait qu'on peut considérer l'intégrale entre 1, enfin la somme pardon, pour k allant de 1 jusqu'à n, je le mettrai tout à la fin. Donc pour l'instant juste on a ça, ça c'était la définition, et maintenant petit 3, convergence, on va prouver que cette quantité converge lorsque n tend vers plus l'infini vers l'intégrale entre a et b de f. Donc petit 3, convergence. Donc théorème, soit f une fonction continue. Donc quand vous allez appliquer ce théorème, il faudra vérifier que la fonction à laquelle vous appliquez ce théorème est bien une fonction continue. Alors, on a, avec les notations précédentes, Sn de f tend, quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale entre a et b de f. Et ça, je rappelle la définition. Par définition, ça c'était 1 b-a sur n fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des f de a plus k fois b-a sur n. Donc cette quantité tend vers l'intégrale entre a et b de f. Alors, preuve de ça, ce résultat est admis dans le cas général, admis lorsque f est continu, mais on va le prouver lorsque f est un peu plus que continu, lorsque f est de classe C1. Donc ce résultat est admis dans le cas général, f continu. Et on a une preuve simple, lorsque f est de classe C1, est admis dans le cas général lorsque f est continu. On va quand même le prouver lorsque f est de classe C1. Donc du coup, je suppose que f est de classe C1, c'est-à-dire, on va mettre 2 points, on suppose, donc dans la suite,
que f est de classe C1, c'est-à-dire f est dérivable et sa dérivée est continue. Voilà, dans ce cas-là, on veut vérifier que Sn de f tend vers l'intégrale de f. Alors, on va majorer la valeur absolue de la différence. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème des gendarmes. Le but, c'est de montrer que Sn de f moins l'intégrale entre a et b de f, que ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc en fait, on va montrer que c'est plus petit que quelque chose qui dépend de n et qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On a donc alors je reviens à la définition. C'est b-1 sur n fois la somme pour k allant de 0 à n-1 df de... Alors pour alléger les notations, je vais utiliser la notation xk de tout à l'heure. F de xk moins l'intégrale entre a et b de f. Et en fait, ce que je vais faire, donc on a... Voilà. On veut majorer la différence entre les aires de ces deux courbes. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est l'aire sous la courbe de f, ceci là, on va le décomposer lui-même en une somme en fait. Je vais le décomposer, ce truc là, je vais le décomposer en une somme. Pourquoi? C'est l'aire qui se trouve ici, entre x0 et x1, plus l'aire entre x1 et x2, etc. Donc ça, si j'utilise la relation de Chasles, en fait, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des intégrales entre xk et xk plus 1 de f. Pourquoi ici, ça, si j'écris cette somme-là en extension, c'est l'intégrale entre x0 et x1 plus l'intégrale, parce que ça, si je l'écris ici, c'est l'intégrale entre x0 et x1 de f, plus l'intégrale entre x1 et x2 de f, plus plus, et je vais écrire les deux derniers termes, l'intégrale entre xn-2 et x. Ça, c'est pour k égale à n-2. Et le dernier terme, c'est pour k égale à n-1. C'est l'intégrale entre xn-1 et xn de f. Du coup, tout ça, si je l'additionne, ça fait l'intégrale entre x0 et xn. Et x0, c'était a, et xn, c'était b. Du coup, tout ça, c'est égal à valeur absolue de b-a sur n fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des f de xk moins la somme pour k allant de 0 à n-1 des intégrales entre xk et xk plus 1 de f. Voilà. Et ça,
on a dit en fait ça c'est la somme des r qui sont là. Donc cette somme-là, la première là, je peux même la réécrire comme la somme pour k allant de 0 à n-1 de l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de xk. Ça, c'est une constante. Donc là, l'intégrale d'une constante, c'est cette constante fois la largeur de l'intervalle. Je peux le réécrire. Ça, ce truc-là, par définition, c'est f de xk fois la largeur de l'intervalle. La largeur de l'intervalle, c'est xk plus 1 moins xk. Et ça, par définition, c'était b-a sur n. Donc là, je l'ai juste réécrit aussi comme une intégrale. Avec une intégrale, c'est une r sous une courbe. C'est l'air sous une courbe, mais pour là, ça correspond au rectangle, en fait. Ça, c'est le rectangle précédent. Moins. Pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? Parce que maintenant, j'ai deux sommes pour k allant de 0 à n-1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir regrouper ces deux sommes. De f de x dx. Et je vais même faire mieux que ça, je vais regrouper ces deux sommes. Et j'ai ensuite deux intégrales, je vais même pouvoir regrouper les deux intégrales. Je vais pouvoir tout regrouper, somme et intégrale. Donc ça nous fait la somme pour k allant de 0 à n-1 de l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de xk dx moins l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de x dx. Donc là, j'ai juste regroupé les deux sommes et maintenant, je vais regrouper par linéarité de l'intégrale, je vais regrouper les intégrales aussi. F de xk moins f de x dx, et là j'ai ma valeur absolue. Là, ce que j'ai juste dit, c'est qu'en fait, quand je fais la différence entre les deux... Voilà. Je veux faire la différence entre l'air sous la courbe et l'air défini par mes rectangles, ben, je dis qu'en fait c'est la somme des petites différences qui se trouvent là à chaque fois. Et ça correspond, cette quantité-là, en fait, ça correspond à la petite différence qui se trouve ici entre l'air de la fonction entre xk et xk plus 1 et l'air du rectangle entre xk et xk plus 1. Voilà. Et alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que la grande valeur absolue, ici, qui est à l'extérieur, ce qu'on veut, c'est majorer tout ça. Donc, déjà, on va utiliser une propriété, valeur absolue de... alors, A et B, c'est pas une bonne idée parce que c'est déjà pris dans mon énoncé. Valeur absolue de C plus D, on sait que c'est plus petit que valeur absolue de C plus valeur absolue de D. C'est l'inégalité triangulaire. Et généralisation interne, valeur absolue d'une somme de V indice K, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues de V indice K. Donc ici, ça va être plus petit que la somme pour K allant de 0 à n-1 des valeurs absolues de l'intégrale entre xk et xk plus 1 . Voilà. Ça, il faut que ce soit un réflexe quand vous avez à majorer la valeur absolue d'une somme. Ça doit être un réflexe de dire que c'est plus petit que la somme des valeurs absolues.
Premier réflexe que vous devez avoir. Et deuxième réflexe à avoir, là ici, je sommerai les inégalités après, pour majorer la valeur absolue d'une intégrale, c'est une propriété qu'on a vue, valeur absolue de l'intégrale de f, on a dit que c'était plus petit que l'intégrale de valeur absolue de f. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer la valeur absolue aussi à l'intérieur. Du coup, cette quantité-là, elle est plus petite que l'intégrale. Attention, quand vous faites ça, il faut bien vérifier que les bornes qui sont ici, elles sont dans le bon ordre. Il faut que la borne qui est là, xk, soit strictement plus petite que xk plus 1. Sinon, la quantité que j'écris là, elle serait négative. Donc, elle ne risquerait pas d'être plus grand que la valeur absolue de quelque chose qui est positif. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on va utiliser l'hypothèse de l'énoncé qu'on n'a pas encore utilisé. On sait que notre fonction f, elle est de classe C1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, on va faire bêtement. Si jamais elle était juste continue, est-ce qu'on pourrait déjà dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Et est-ce que ça pourrait marcher ou pas? Voilà. Si elle était juste continue, on sait qu'une fonction continue sur un segment, elle est bornée et les bornes sont atteintes. Donc, f, de toute façon, elle ne peut pas être très grande. Si je fais f moins f, tout ça, si j'utilise juste le fait que f est continu, tout ça, ce serait plus petit que, on va dire, valeur absolue de f, elle est plus petite que grand M. Tout ça, ce serait plus petit que 2 fois grand M. Et ici, je somme les intégrales, donc le tout, attention, le tout serait plus petit que, pas de chance, ce serait juste plus petit que... et donc là, si je fais l'intégrale de ça, tout ça, ce serait plus petit que 2 fois grand M fois la largeur de l'intervalle. Donc la largeur de l'intervalle, c'est b moins a sur n. Donc là, ça, c'est plus petit que quelque chose qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Par contre, je somme n termes. Donc en fait, le tout serait plus petit que tout ça. Ce serait plus petit que ça fois n. Les n s'en vont et on dit juste que c'est plus petit qu'une constante et on n'arrive pas à montrer que ça tend vers 0. C'est pour ça que si on veut montrer de façon simple que ça tend vers 0, on va avoir besoin d'une hypothèse supplémentaire. Là, en fait, 2m, ça ne me va pas. On ne pourrait pas avoir quelque chose de plus précis, majorer la différence f de xk moins f de x pour une fonction de classe C1. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? J'espère. Est-ce qu'on n'a pas un théorème? Donc là, on peut peut-être faire un petit rappel de cours. Un théorème qui nous dirait si on a telles et telles hypothèses, alors f de xk, on va dire f de pour tout x et pour tout y, f de y moins f de x est plus petit que une certaine constante fois y moins x. Et du coup, là, en fait, on verra, on aura du 1 sur n carré fois n, on aura bien du 1 sur n avec quelque chose qui tend vers 0. Est-ce qu'il n'y a pas un théorème qui vous permet d'en déduire? Alors, pour tout x et y, on a ça, ça doit vous rappeler la définition de fonction Lipschitzienne. Et quel était le théorème qui nous permet d'en déduire? Alors, f est Lipschitzienne, il faut qu'on ait quoi comme hypothèse? Il faut qu'on ait f est dérivable sur un intervalle grand I, et il faut que la dérivée f' soit bornée. Si la dérivée est bornée par k en valeur absolue, alors f est Lipschitzienne et on a cette propriété là. C'est l'inégalité des accroissements finis. Et ici, est-ce que la dérivée, elle est bornée? On a une fonction qui est de classe C1 sur un segment AB. Donc si elle est de classe C1, sa dérivée, elle est continue sur un segment. Une fonction qui est continue sur un segment, elle est donc bornée. Du coup, la dérivée, elle est bien bornée, donc notre fonction, elle est bien Lipschitzienne pour une certaine valeur de k.
qu'on ne connaît pas, mais ça va nous suffire pour arriver à prouver le résultat. Donc, petit aparté, on va faire rappel de cours. Sur l'inégalité des accroissements finis. Si f de i dans R est dérivable et f' et sa dérivée, on va mettre et sa dérivée f' est bornée, entre parenthèses, c'est-à-dire il existe un réel positif k tel que valeur absolue de f' est plus petite que k, et ça veut dire tel que valeur absolue de f' de x est plus petit que k pour tout x appartenant à grand I. Si j'ai ça, alors f est k lipschitzienne sur l'intervalle grand I, c'est-à-dire pour tout x et y dans grand I, on a valeur absolue de f de x moins f de y plus petit que k fois valeur absolue de x moins y. Ici, la fonction f, donc ça c'est fin du rappel de cours. Ici, et maintenant je reviens à notre fonction à nous, celle de l'énoncé. Ici, la fonction f est de classe C1 sur le segment AB. Donc, f' est continu sur le segment AB, donc borné. Deux points, donc il existe un réel positif k tel que pour tout x et y dans, alors ici on est sur l'intervalle AB, f tel que, tel que pour tout x appartenant à AB, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k. On en déduit d'après l'inégalité des accroissements finis que je viens de rappeler, que pour tout x et y dans AB, valeur absolue de f de x moins f de y est plus petit que k fois x moins y. Donc, si je reprends mon calcul maintenant, reprenons le calcul précédent. On s'était arrêté à Sn de f moins l'intégrale entre a et b de f. On avait dit que c'était plus petit que la somme pour k allant de 0 à n-1 de l'intégrale entre xk et xk plus 1 de valeur absolue de f de xk moins f de x dx. Voilà, on s'était arrêté là. Et donc, là, ici, les xk et les x sont deux points de AB. Donc, je sais que tout ça, c'est plus petit que k fois xk moins x.
Et x, c'est un point compris entre xk et xk plus 1. Du coup, tout ça, ça va être plus petit que k fois la taille de l'intervalle entre xk et xk plus 1, c'est plus petit que k fois b moins a sur n de toute façon. Vu que le x ici, dans le meilleur des cas, il est égal à xk, et dans le pire des cas, le point le plus éloigné, la valeur la plus éloignée pour x, c'est lorsque x est égal à xk plus 1, et à ce moment-là, la différence entre xk plus 1 et xk, c'est b moins a sur n. Donc cette quantité-là est plus petite que k fois b moins a sur n. Du coup, l'intégrale entre xk et xk plus 1 par croissance de l'intégrale, si ça c'est plus petit que ça, l'intégrale de ça sera plus petite que l'intégrale de ça. C'est une des propriétés des intégrales qu'on a vues. Et ensuite, si C est plus petit que D et C' plus petit que D', j'ai le droit de sommer les inégalités. C plus C' sera plus petit que D plus D'. Et je fais ça avec toute la somme. Donc en fait, tout ça, c'est plus petit que la somme pour k allant de 0 à n-1 des intégrales entre xk et xk plus 1 de k b-a sur n dx. Alors, cette quantité-là, c'est k b-a sur n. Ça, c'est une constante qui ne dépend pas de x. Donc, si vous voulez, je la sors de l'intégrale. Et ici, fois, du coup, il me reste la largeur de l'intervalle, xk plus 1 moins xk, qui vaut b-a sur n. Du coup, tout ça, ça fait k b-a sur n au carré. Et comme je le somme sur k, allant de 0 à n-1, c'est la même quantité que je somme n fois. Donc, tout ça, c'est égal, pardon, j'ai oublié le dx dans le... Hop. Tout ça, c'est égal à n fois k fois b-a au carré sur n carré. Et là, le n qui est là se simplifie avec le carré qui est là. Et donc, conclusion, Sn de f moins l'intégrale entre a et b de f est plus petit que k fois b-a au carré divisé par petit n. Et là, je peux appliquer, là maintenant j'ai du petit n au dénominateur. En fait, le fait d'utiliser l'inégalité des accroissements finis, ça nous a permis d'avoir un n carré à la place d'un n, comme j'avais fait remarquer initialement. Et donc, ici, quand n tend vers plus l'infini, or k fois b-a au carré sur n tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, j'en déduis que tout ça, ça tend vers 0, c'est-à-dire Sn de f tend vers l'intégrale entre a et b de f. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on a Sn de f tend, quand n tend vers l'infini, vers l'intégrale entre a et b de f. Voilà. Et en remarque, je vous avais dit, je le mettrai donc à la fin. Là, pour Sn de f, j'ai considéré des rectangles, mais en prenant l'extrémité gauche du rectangle qui était sur la courbe de f. Je peux faire pareil en prenant l'extrémité droite du rectangle qui sera sur la courbe de f. Et remarque, on a également en posant, donc je vais l'appeler Rn de f égale b-a sur n, donc c'est comme Sn, mais c'est la somme qui va entre k allant de 1 jusqu'à n cette fois-ci. Donc là, ce qui change, je vais l'écrire en rouge, c'est que k varie entre 1 et petit n, des f de xk, en posant ça. Donc on a également, du coup, cette quantité-là tend également, même principe, vers l'intégrale entre a et b de f. Et si je fais le dessin, du coup,
là, par exemple, on a la courbe de f. Donc cette fois-ci, on va prendre ce rectangle-là. Voilà, donc en rouge, ce serait Rn de f. Et tout à l'heure, je vais faire sur le même dessin, je vais faire pour Sn de f. Tout à l'heure, c'était l'extrémité gauche, donc c'était ça. Voilà, ça c'était pour Sn de f. Et donc les deux, que ce soit celui-là ou celui-là, les deux tendent vers l'intégrale entre a et b de f. Voilà pour les intégrales de Riemann, pour les sommes de Riemann, pardon. Et maintenant, vous pouvez vous entraîner aux exercices. Donc, on a vu en tout début de vidéo que la première, du coup, un tend vers l'intégrale entre 0 et 1, du coup, de f, où f c'est la fonction qui x associe 1 sur 1 plus 3x. De la même façon, un, vous remarquez que c'est pas Sn de f, mais cette fois-ci c'est Rn de f avec les notations que je viens juste d'introduire. Donc elle va tendre aussi vers la même valeur que la première suite, c'est-à-dire on avait prouvé que c'était 1/3 de ln de 4. Maintenant, on va faire ensemble peut-être, on va faire ensemble le 1.3, et puis ensuite vous pourrez faire de votre côté les exercices suivants. Comment est-ce qu'on peut faire pour le 1.3? Donc TD13. On doit calculer, du coup, dans ce cas-là, la limite. Donc on pose un égale somme pour k allant de 1 à n, cette fois-ci des 1 sur n plus k. Donc on cherche à réécrire ça comme une somme de Riemann. Donc il faut faire apparaître la somme de Riemann. Ici, k varie entre 1 et n, au lieu d'être entre 0 et n moins 1, mais c'est le même principe. Donc là, on n'a pas de problème. Par contre, on n'a pas du 1 sur n ou du b moins a sur n devant la somme, comme ce qu'on avait dans les exemples précédents. Et on aimerait aussi avoir du k sur n quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup à cette fraction-là? Comment est-ce qu'on peut réécrire cette fraction-là pour faire apparaître du 1 sur n devant et du k sur n ici? Tout simplement factoriser par petit n au dénominateur. Donc ici, ça nous donne somme pour k allant de 1 à n, des 1 sur n, facteur de 1 plus k sur n, voilà. Et le 1 sur n, donc 1 sur ça, c'est la même chose que 1 sur n fois 1 sur cette quantité-là. Et je peux sortir le 1 sur n de la somme. Donc ça nous fait 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur 1 plus k sur n. Et donc, même principe que tout à l'heure. Alors comment est-ce que je vais le rédiger cette fois-ci? Parce qu'avant c'était un petit exemple introductif. Là maintenant qu'on a vu le cours, on va voir comment est-ce qu'on rédige un exercice de ce type-là. Donc on va dire, il faut d'abord introduire votre fonction f. Donc on pose f, la fonction qui a x associe, là on va remplacer k sur n par x, donc 1 sur 1 plus x. Et ici, on va prendre, comme dans le premier exemple, on va prendre a égale à 0 et b égale à 1. En fait, souvent dans les exemples, ce sera ça. Donc ici, si je pose a égale à 0 et b égale 1, ma fonction f, je vais la définir du coup
sur 0,1. Alors elle est définie sur plus large que ça, mais ici je vais la considérer sur 0,1. Est-ce qu'il s'agit bien d'une fonction continue sur le segment 0,1? Cette fonction-là, elle est de classe C infini sur R privé de moins 1. Et ça tombe bien, le segment 0,1, il est inclus dans R privé de moins 1. Donc ici, on peut dire directement qui est une fonction continue sur le segment 0,1. Comme ça permettra... là, c'est pour dire je vérifie l'hypothèse de mon théorème, qui est une fonction continue sur 0,1. On peut mettre parce que 0,1 est inclus dans R privé de moins 1, qui était le domaine de définition de F et le domaine sur lequel F est de classe C infini. Voilà. Alors, UN est la somme de Riemann de F d'ordre n avec, on va dire, quand on regarde ce qui se passe à droite, donc je vais l'appeler Rn de F égale 1 sur n, somme pour k allant de 1 à n des f de k sur n, c'est bien une somme de Riemann. Donc on a UN qui est égal à ça, UN égale Rn de f, tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de f. Et donc ici, l'intégrale entre 0 et 1 de f, une primitive de ça, c'est ln de 1 plus x entre 0 et 1. Donc en fait, ça fait tout simplement ln de 2. Voilà. Voilà, donc notre suite UN tend vers ln de 2, chose qu'on a réussi à prouver grâce aux sommes de Riemann. Voilà. À bientôt.